Hezbollah كان منتشر كتير أقوى من الجيش السوري. Dans cette nouvelle maison, l'odeur des produits chimiques est extrêmement forte, on a beaucoup de mal à respirer. هاي القاعة ما بيسلموا فيها غير الكبار الإيرانيين. لن يسمحوا لسوريا أن تسقط. بس عدى موكب عرف ان هدول ضباط كباريه يعني للحزب. جينا دخلنا على بيتنا لقينا غرفه هاي مليانه سلاح. Pendant près d'une semaine, on s'est rendu dans de nombreuses localités en Syrie, toutes contrôlées par le Hezbollah et ses alliés, parrainées par l'Iran. On a visité des bases militaires, découvert des tunnels, fouillé des villages entiers principalement dédiés à la production de drogue et exploré également des centres de propagande gérés par ces factions. Dans tous ces endroits, on a également mis la main sur des centaines de documents, en arabe et en farsi principalement, qu'on a traduits et analysés à l'aide d'experts. Bref, on a suivi les traces d'une présence massive en Syrie, celle du Hezbollah, qu'on vous montre et qu'on vous décrypte dans cette nouvelle vidéo de L'Orient le Jour. Notre enquête commence aux abords de Kousseir, dans les hauteurs du petit village de Hawik. Un coin reculé à moins d'1 kilomètre de la frontière libanaise, connu depuis des années comme l'un des carrefours stratégiques pour le Hezbollah. C'est par ici que transitait une grande partie de sa contrebande, licite ou illicite. À côté de cette frontière poreuse, difficile à surveiller. Une région aussi et surtout connue pour être un haut lieu de production de drogue. Les forces de Hayat Tahrir al-Sham ont repris le contrôle de la zone 2 jours avant notre arrivée sur place. Après de violents combats dans la région, où la situation reste encore extrêmement volatile. Nous découvrons ici des kilos de hashish, de la marijuana, mais aussi du captagon. Tout cela au milieu de quelques équipements militaires. Aucune maison ici n'est vierge de ces stupéfiants produits sur place, dans ces laboratoires artisanaux. Dans cette nouvelle maison, l'odeur des produits chimiques est extrêmement forte, on a beaucoup de mal à respirer. Au sol, plusieurs cahiers détaillent les heures et les salaires d'employés, ainsi que des équipements, comme des barils. Et autour des bâtiments, le nombre de sacs de produits chimiques témoigne d'une production à grande échelle. Dans ce village, il ne faut pas chercher bien longtemps pour découvrir également des affiches du Hezbollah ou des messages à la gloire de son ancien chef, Hassan Nasrallah. Le groupe contrôlait la zone depuis 2013, après sa reprise des mains de l'armée syrienne libre. هذه الميليشيات يعني لها أكثر من دور، الدور الأول هو محالفة النظام في قتال الشعب السوري، والدور الثاني هو تجارة المخدرات وتصنيع المخدرات وتهريبها إلى خارج الحدود. Voici le commandant de l'administration générale du contrôle des stupéfiants du nouveau pouvoir syrien que nous avons pu interviewer à Homs. تجارة المخدرات في سوريا كانت تدار من قبل ماهر الأسد، يعني ماهر الأسد هو شقيق بشار الأسد الفار الساقط من سوريا، وكان على علاقة وطيدة بالميليشيات العابرة للحدود. القيمة المالية عالية جدا ولكن لا يمكن إحصاؤها، هي مرتبطة بعدة أمور. الأمر الأول هي نوع المخدرات، الأمر الثاني هو كيفية وصول المواد الأولية التي تصنع منها المخدرات، وأيضا مرتبطة بأمر آخر هو سلاسل التوريد، يعني سهولة توريد المواد. Dans le passé, le Hezbollah a démenti à plusieurs reprises être lié à ce narcotrafic. Notamment après les sorties fulgurantes sur les réseaux sociaux des anciens maîtres des lieux, les clans Jafar et Zaiter. Comme ici, où l'on voit le chef de ce dernier, l'un des barons de la drogue les plus connus du Liban, aux côtés de hauts responsables et de combattants du Hezbollah. Le Trésor américain avait également accusé à plusieurs reprises le groupe chiite d'être lié à ce narcotrafic ces dernières années. Ce à quoi le Hezbollah répondait en 2019.
Cette accusation est une pure invention et s'inscrit dans le contexte de la campagne américaine visant à déformer l'image du Hezbollah par des fabrications et des allégations totalement fausses. Aujourd'hui, il est très difficile de prouver que le Hezbollah organisait lui-même ce trafic. Mais il reste aussi très improbable que ces activités échappaient à sa vigilance, sachant que le groupe contrôlait complètement la zone. Nous avons alors retrouvé la trace d'un ancien soldat du régime, enrôlé de force comme des milliers d'autres à l'époque. Il était basé dans cette zone pendant 7 ans et a fini son service 1 mois seulement avant la chute de Bachar el-Assad. لأنه إيدهم طويلة يجوا يقتلوني بمنطقة القصير كلياتها مع أريافها هو المسيطر كل الضيع هنيك كانت حاطة علام كلها علام لحزب الله هنيك أراضيهم مزروعة كلياتها حشيش مقابلنا يعني نحن بنشم ريحة الحشيش هنيك يعني في طرقات لإلهم على طريق حاويك جرماش حاويك للمخدرات للحشيش للسلاح عن طريقه بيطالوا مازوت بنزين الشيء اللي ما بدهم اياه حدا يشوفه اكثر الشيء اللي ما بدهم حدا يشوفه على طريق حاويك. Une route bien connue en particulier de ses ennemis. Fin 2024, alors qu'Israël menait sa guerre au Liban contre le Hezbollah, l'aviation de l'État hébreu avait ainsi détruit une partie de ses infrastructures. Des pans entiers du territoire syrien contrôlé par le groupe chiite, où personne n'avait son mot à dire selon cet ancien soldat. القصير هنيك منبع لحزب الله نحن هنيك واقفين مثل لوحة سياراتهم كلها بتمرق عن الحواجز تبعتنا ولا حدا بيسترجي يقول له نزل شباكك خليني اشوف ايش في معك وفي سيارات بلا نمر هدول المسؤولين الكبار تبعتهم سياراتهم بلا نمر يعني بس عدى موكب بعرف ان هدول ضبط كبارية يعني للحزب ما حدا بيقرب عليهم ولا حدا فورا تفتحي لهم الحاجز امرقوا. En perdant ces territoires, le Hezbollah a perdu un grand atout, un passage idéal du Liban vers la Syrie et à plus forte raison vers l'Irak et donc l'Iran. Bref, l'effondrement d'une hégémonie régionale construite pendant des années. 2011, début de la révolution syrienne. C'est dès cette période que le Hezbollah investit graduellement le territoire. Une présence que le groupe chiite cache pendant longtemps, jusqu'à son officialisation par Hassan Nasrallah, début 2013. لن يسمحوا لسوريا أن تسقط في يد أمريكا أو يد إسرائيل أو يد الجماعات التكفيرية. Dans les années qui suivent, le Hezbollah joue alors un rôle crucial dans la reprise de certains territoires par le régime, notamment Alep, en 2016. Sa présence, désormais bien ancrée, devient incontournable. On avait environ 4 à 6 000 soldats de manière quasi permanente du Hezbollah en Syrie. Nous nous sommes entretenus avec Joseph Daher, spécialiste du Hezbollah dans la région, pour mieux comprendre le rôle du groupe en Syrie. Donc dans le cadre du dit axe de résistance, ou plutôt l'axe en faveur de la politique étrangère iranienne, ou la défense en tout cas de ses intérêts, le Hezbollah constituait l'acteur prédominant et jouait un rôle central aussi au niveau de la coordination entre les différents groupes, que ce soit en Syrie ou plus généralement au Moyen-Orient. Pour le Hezbollah, la Syrie n'est pas seulement un allié à soutenir. Elle constitue un couloir de ravitaillement vital pour le groupe au Liban. La Syrie, c'est plus simplement un centre stratégique au niveau du transfert d'armement, mais aussi va devenir un centre stratégique de production d'armes, mais aussi un centre d'accumulation capitaliste pour le Hezbollah, un centre d'accumulation de capitaux qui permet de renflouer les caisses. Tous ces gains stratégiques, le Hezbollah les perd à la chute de Bachar el-Assad en décembre 2024. Ces routes de ravitaillement, mais aussi des centaines de bases militaires disséminées dans tout le pays. Au cours de notre enquête, nous avons ainsi pu parcourir une dizaine de localités à la recherche de ces anciens points d'ancrage. La plupart ont été nettoyés par les nouvelles forces au pouvoir dès les premiers jours de leur reconquête. Mais dans certaines zones, des caches d'armes de ces factions alliées subsistent encore. Comme ici, dans un entrepôt d'une zone industrielle en bordure d'Alep, à l'abri de tous les regards. Des armes de fabrication russe. À plusieurs dizaines de kilomètres de là, à Sarakeb, au croisement stratégique de 2 autoroutes,
des tranchées entourent encore les fermes des habitants. Les miliciens de l'axe de la résistance ont creusé ces tranchées pour tirer des roquettes vers Idlib et ils mettaient des pneus pour se couvrir ou pour se cacher des drones. Des positions récentes. Les forces du régime, aux côtés du Hezbollah et d'autres milices, n'avaient repris cette ville qu'en 2020. Les propriétaires, eux, n'avaient pas revu leurs terres depuis le début de la guerre, il y a plus de 10 ans. Ils les retrouvent en grande partie incendiées, transformées en zone de combat. جينا دخلنا على بيتنا لقينا غرفة هاي مليانة سلاح. شوفوا لقينا هون هادين هاي المجنة وحاطين فيه الدبابات. هاي الدبابة هاي هون وحدة وهون وحدة وهاي الغرفة مليانة صواريخ قصيرة المدى وفي الغرفة هذيك مكتوب عليها صواريخ طويلة المدى. هون هاي كلها كانت شعارات. كلها كانت شعارات لحزب الله. لا يعني على حسن نصر الله وعلى الخميني وما بعرف حكاية ما بعرف نحن ما عشناه مباشرة. Dans un autre quartier de cette localité, nous découvrons également des tunnels, des infrastructures sommaires de plusieurs dizaines de mètres de long. Certains ont été creusés au milieu des maisons. Ou encore un peu plus loin à Khan Sheikhoun, ce labyrinthe dans la roche. Un ancien centre médical des casques blancs, la défense civile syrienne, réhabilité en cache militaire iranienne, probablement pour soigner des blessés. Dans les maisons de ce village, les logos, affiches et slogans des groupes sont partout, en arabe et en farsi. Quant aux documents retrouvés sur place, ils se comptent par centaines. Parmi eux, des consignes aux soldats. Pour tous les combattants, considérant les menaces de sécurité liées à l'utilisation de cartes SIM iraniennes, leur utilisation est interdite dans la région. S'il est intercepté, le contrevenant sera expulsé de la zone. D'autres répertorient leurs armes ou des zones géolocalisées, annotées selon leurs intérêts militaires. Certains datent de fin 2024, prouvant une présence encore récente dans la zone. Sur le terrain, on a voulu alors chercher des preuves pour savoir quand et surtout comment ces combattants avaient fui la zone. Au moment de l'offensive contre le régime, très peu de vidéos avaient alors circulé. Quelques-unes montraient la débandade de combattants non identifiés, notamment autour d'Alep. Une fuite qui semblait en grande partie précipitée, mais sur place, on a vu que ces combattants avaient tout de même eu le temps de détruire de nombreuses preuves. Ici, sur une base militaire proche d'Alep, où les symboles du Hezbollah sont dessinés sur les murs, des documents ont été visiblement passés au broyeur. Alors qu'à Khan Sheikhoun, leurs combattants ont utilisé une méthode plus radicale. ما خلوا شيء حتى هيك طلع بعد ما طلعوا وولوا حتى البيوت حرقوها طلع حرقين البيوت ايه طلع هذا الشيء بس يجوز من الله الله يكون بعون الناس يعني اللي حرق هذول هن نفسه ايه نفسه الحزب نفسه اللي حرقوه. Difficile toutefois de savoir quand exactement les combattants ont quitté les lieux. Si tous ces documents prouvent que les opérations militaires continuaient encore ici juste avant la chute du régime, plusieurs sources nous ont confirmé que le gros des contingents avait déserté plusieurs semaines avant le début de l'offensive lancée par HTC. En l'occurrence, pour la présence du Hezbollah dans la campagne d'Alep, proche des régions d'Idlib, il y a un certain nombre d'informations qui nous poussent à penser qu'ils avaient quitté depuis un certain nombre de mois. Et je pense plus particulièrement depuis la guerre israélienne contre le Liban à partir de mi-septembre, ce qui n'était pas forcément le cas dans la banlieue de Damas et les zones rurales de Homs, qui sont aussi des régions stratégiques parce que proches de la frontière, qui permettaient une continuité, on peut dire en fait, logistique, armée, entre le Liban et Damas. Leur influence vacille alors sur tous les fronts, militaires, économiques, mais aussi idéologiques. Voici la dernière étape de notre voyage. Un centre culturel situé en plein cœur d'Alep, à côté d'une mosquée considérée comme un lieu saint par les chiites, à 500 mètres seulement du consulat iranien. Ici, pas d'armes ni de tranchées, mais des dizaines de drapeaux et d'affiches de tous les groupes de l'axe de la résistance, ou des portraits, là encore très récents, comme celui des 10 martyrs Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine, tués par Israël fin 2024 au Liban. Nous découvrons des dizaines de pièces comme celle-ci, qui regorgent de tous ces symboles.
Il y a aussi ici des bibliothèques remplies de livres religieux et politiques, à la gloire de l'Iran et de ses alliés. Et dans certaines pièces de la mosquée, on trouve même des lieux secrets. هي مكتبة سرية للمدير المكان. تفضل يا مسيو. صوري. Voici Abou Adam, l'un des combattants qui garde aujourd'hui les lieux. Il nous emmène dans les souterrains de la mosquée, seulement accessibles par des pièces privées. هاي القاعة ما بيجتمعوا فيها غير الكبار الإيرانيين. طلع هذا محمي أصلاً. ما حد بيدخل له إلا الراس الكبير. Un large complexe de plusieurs bâtiments, où l'on trouve également des salles de classe. Et même un orphelinat. Pour les nouveaux locataires des lieux, ce centre culturel, comme d'autres dans la région d'Alep, avait pour but d'attirer des populations dans le besoin, pour promouvoir l'idéologie de ces groupes dans la région. هم جعلوها هدفاً لبناء دولة الإيرانيين دولة الفرس يأتون بالمليارات الدولارات لسوريا أو لبنان أو اليمن والعراق طريقهم كانوا فاتحين مجال وصرف أموال على الطلاب هندسة وتشيع وكيمياء فيزياء وأنتم شفتوا المخبر يعني الأطفال عم بربوهم هون معهد دار أطفال من روضة إلى المعهد العالي لتعليم التشيع. Nous n'avons pas pu vérifier de manière indépendante l'existence de ces initiatives de conversion, jugées peu crédibles par certains experts. Grâce aux cartes d'identité des élèves retrouvées dans les armoires, nous avons pu établir que des enfants originaires de quartiers sunnites étaient toutefois présents sur place. Des habitants et spécialistes nous ont indiqué que ces factions utilisaient surtout ces centres culturels pour consolider leurs liens avec des groupes locaux. Bref, une stratégie de soft power qui était pensée dans une région pourtant largement réfractaire à leur présence et qui s'ajoutait donc à leur stratégie militaire pour asseoir leur autorité et donc leur vision politique en Syrie. Un projet d'envergure que peu imaginaient voir vaciller un jour et qui s'est pourtant effondré comme un château de cartes. Toutes les conséquences de cette chute ne seront certainement visibles que dans plusieurs années. Mais sur le terrain, elles pourraient se manifester bien plus rapidement, en particulier au Liban. Ce qui est certain, c'est que la Syrie et la chute du régime Assad est un coup très important pour le dit axe de la résistance et surtout le Hezbollah qui a beaucoup souffert, que ce soit militairement, politiquement, économiquement de la guerre israélienne contre le Liban, pouvait espérer une reconstruction avec la Syrie ouverte, les capitaux qui passeraient, les liquidités. Cela n'est plus le cas.